Bonsoir à toutes et à tous, vraiment très content de vous retrouver ce soir. Je représente la SASL, Société agricole scientifique et littéraire. On est très content que vous soyez là ce soir. Je rappelle deux, trois petites choses. Pour ceux qui le souhaiteraient, on peut adhérer à l'association, puisque l'association repose sur cette adhésion, grâce à notre site internet. Donc vous avez sur Helloasso la possibilité d'adhérer très facilement. Et deuxième petite chose, la prochaine conférence sera donc celle de Margot Coste, le 12 mars prochain, mes collègues en histoire médiévale, docteur maintenant, et qui nous parlera donc au nord des comtés de Roussillon et de Cerdagne, la frontière construite et éprouvée par ces acteurs, donc 13e et 15e siècle, donc c'est-à-dire comment les acteurs ont participé à construire la frontière au nord, en gros, de notre département actuel. Donc sans doute très certainement, même très certainement, une conférence extrêmement intéressante, mais aujourd'hui on va s'intéresser plutôt au travail de Flora Martin, qu'il y a 2 ans, en arrière, j'avais rencontré lors d'un colloque des masters et que j'ai trouvé, donc avec un sujet que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Bon, aujourd'hui Flora, c'est bon, n'est plus en master, elle est en doctorat, elle prépare une thèse sous la direction de Benoît Flich et de Michel Foucade sur justement de l'exorcisme ecclésial dans le sud-est, 19e, 20e siècle. Alors bon, un sujet tout autre que ce qu'on va avoir aujourd'hui, mais non moins intéressant, donc j'espère que dans quelques années on pourra l'inviter, même si c'est pas sur le département, c'est pas grave, ça pourrait être très intéressant. Donc elle a accepté de venir parce qu'elle vient de Carcassonne quand même, hein. Là vraiment on avait comme loin qui vient juste pour nous, donc on en est très heureux. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, même si là encore son sujet n'est pas sur les Pyrénées-Orientales mais sur l'Aude, c'est qu'elle s'empare d'un univers et puis de modes très New Age en fait, hein, qui viennent des États-Unis, qui ont été développés dans la seconde moitié du XXe siècle, et tu m'arrêteras si je me trompe. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant dans le travail qu'elle a réalisé, c'est comment en fait toutes ces associations, toutes ces idées New Age ont réussi à pénétrer un territoire français assez loin quand même des métropoles. L'Aude, on va dire que c'est pas très bien connecté au processus de mondialisation. Et justement, comment ça participe, ces associations-là, comment ça participe justement à développer ces idées, cette spiritualité, ce type de spiritualité d'ailleurs, on pourra le définir, qu'est-ce que c'est exactement le New Age, et ça je laisserai Flora Martin, moi j'en suis, je crois, incompétent, juste trop incompétent sur ça. Mais justement, c'est comment ces pratiques permettent de redéfinir quoi les façons de croire. Et justement, je crois que dans notre société aujourd'hui, qui est constamment animée par la question de la croyance, en perte ou en augmentation, ça dépendra de comment chacun voit les choses, et bien comment ces idées-là pénètrent notre tissu social, associatif, voire également économique, et comment elle, en tant que sociologue, anthropologue, elle s'en est emparée. Et j'ai trouvé que, et je laisserai Flora en parler, parce que moi j'ai trouvé ça très intéressant, comment elle aussi, elle s'est positionnée en tant que chercheuse sur ce sujet-là, comment elle s'en est emparée et comment elle en présentait, et je trouve que c'était extrêmement intéressant. J'espère que vous partagerez cet avis, en tout cas on pourra en discuter à la fin. Bon, donc elle avait fait son master sous la direction de M. Dubertrand, anthropologue, et de Madame Faure, qui a été recrutée il y a quelques années en arrière à l'université de Perpignan. Et donc voilà, on perd quand même un bon élément à l'université de Perpignan, elle s'en est allée à Montpellier, mais c'est pas grave, on l'a fait revenir un petit peu pour nous présenter une partie de ses résultats. En 1 heure, c'est compliqué quand même de faire plus, juste une partie seulement. Ouais. Donc voilà, encore merci Flora pour cette future présentation. J'espère que tu es contente aussi de revenir un petit peu présenter tes recherches. Et puis je ne vais pas en parler davantage parce que je suis un grand bavard. Et donc je vais plutôt laisser Flora parler. Merci. Merci beaucoup. Et oui, je suis très contente d'être là. Ça me fait du bien de revenir un petit peu à Perpignan, de revoir l'université, la ville, et de sortir de l'Aude un peu. Ça fait du bien. Voilà, justement, on va parler de l'Aude pendant 1 heure, donc on va rentrer avec moi dans le paysage audois. Donc, cette recherche est une recherche en sociologie, mais plus particulièrement en anthropologie du corps et du religieux,
Donc vous verrez que c'est une façon de voir la sociologie un peu particulière parce que c'est très qualitatif. On est vraiment sur le terrain. Donc, mon mémoire porte le nom de ma conférence, comme vous le voyez, Du corps au croire, pratique sensible, quête de soi et recomposition spirituelle dans l'autre contemporaine. Ça fait tout un long truc, mais on va parler un petit peu de tout ça, vous verrez. Et j'ai décidé de faire mon master, ma recherche de terrain, dans une association qui se situait à l'orée de la Montagne Noire, dans l'Aude, au-dessus de Carcassonne. Une association qui est difficile à décrire parce qu'elle est très multiple. Elle peut être à la fois, là j'ai le poster qui le représente aussi, définie comme une association sportive, physique, corporelle, mais aussi spirituelle, ou aussi une association qui apporte des soins de l'ordre de la santé. On va voir un peu pourquoi, mais en tous les cas, elle va proposer plein de choses et d'activités différentes telles que la biodenza, le décodage biologique, les stages de jeûne, le yoga kundalini, des suivis thérapeutiques divers et variés. Je ne peux pas tout vous définir. Si vous avez besoin de définitions sur les techniques, on pourra en reparler. Mais moi, précisément, ce soir, je vais vous parler de deux activités, deux pratiques que j'ai pu expérimenter moi-même. Donc on appelle en méthodologie participante. Donc je me suis inscrite, j'ai participé au cours donc, de yoga kundalini et de biodenza. Et j'ai pu donc faire des observations, faire des entretiens avec les participants de ces activités, des entretiens à portée biographique. C'est-à-dire que mon intérêt encore maintenant en thèse, c'est de porter un regard sur la vie, sur les parcours de vie des individus et qu'est-ce qui fait à un moment donné qu'on se retrouve dans une façon de croire et dans une association telle que celle-ci. Donc pour définir un petit peu ces deux activités, le yoga kundalini, c'est une forme de yoga un peu particulière qui est assez sportive, assez difficile à tenir, on va dire. Ça demande quand même des ressources. Donc je vous ai mis les définitions qui sont un peu... En tous les cas, c'est une forme de yoga qui se passe dans un milieu un peu particulier, qui est une yourte dans un espace naturel. Et puis, on est très ritualisé, donc on est tous en blanc, et voilà, c'est vraiment des systèmes de mantras. Vous verrez, je vais approfondir un petit peu sur ce qui se passe dans cette pratique. Et puis la biodenza, c'est tout autre chose, toujours la même association, mais c'est une autre pratique proposée. Et là, ça va être plus sous le format de danse, différentes danses, où les gens sont libres de danser, enfin libres entre guillemets, parce qu'il y a quand même une cohérence dans les cours de biodenza. Vous verrez, je vous en dirai aussi un peu plus sur le sujet. En tout cas, ce sont les deux pratiques qui ont porté toute mon attention pour l'écriture de ce mémoire. Plus, bien entendu, vous verrez, on va monter d'échelle la construction même de l'association. Et puis après, c'est pour ça que je suis en histoire aujourd'hui, j'ai grimpé encore en échelle pour étudier dans les archives comment ce tissu associatif particulier s'est déployé dans l'Aude, à quel niveau, et voilà, on va essayer d'en faire une petite analyse. Donc c'est comme ça que j'ai écrit mon mémoire et c'est comme ça que ce soir je vais vous présenter les choses, c'est-à-dire sur 3 niveaux. On va commencer par une échelle qu'on appelle micro-sociale, donc un petit peu dans la vie et l'analyse des parcours de mes enquêtés, donc principalement des femmes qui pratiquent ces activités. Et à l'issue de j'ai pris 2 enquêtés comme ça, on va monter un peu plus dans ce qu'on appelle le méso, donc analyse du fonctionnement même de l'association, pour monter encore dans une 3e partie sur du macro, donc comment à l'échelle un peu plus globale, historique, sociale, ça se passe sur le territoire. Voilà, donc c'est pour ce soir. Donc ma problématique, à un moment donné, ça a été de m'interroger sur la manière dont les individus s'engagent dans ces pratiques et comment et pourquoi ces pratiques spirituelles, elles interviennent, elles structurent leur parcours de vie. Voilà, donc c'est une analyse principalement du corps et des façons de croire, donc comment ces pratiques, elles participent à la reconstruction de soi, des identités. On n'en parlera pas ce soir, mais peut-être après. L'identité, ce mot-là, ça a été quelque chose d'important dans ma recherche. Et ça a été quelque chose de très travaillé, le rapport à l'identité, notamment pour les femmes, et puis le rapport à la croyance, et dans un contexte de désinstitutionnalisation, c'est-à-dire de retrait
du religieux institutionnel, donc en l'occurrence du catholicisme qui est sur le territoire audois. Pareillement, je ne vais pas vous donner les statistiques de ce qu'on appelle la sécularisation, donc un peu le recul du catholicisme dans l'Aude, mais si vous voulez, je les ai. Voilà, donc on peut y aller. Voici mes niveaux d'analyse. Diapo 5. Comme je vous disais, autour des trajectoires individuelles, ensuite du niveau des associations et des cadres collectifs qui vont induire les transformations sur les participants et leur trajectoire ou pas, et ensuite du territoire audois, on va se poser des questions de pourquoi ces formes d'engagement, elles prennent sens ici, sur ce territoire, aujourd'hui, dans la modernité ou l'hypermodernité suivant les auteurs. Voilà, donc je vous propose ce cheminement, et on va commencer par ce niveau micro-social. Donc, qu'est-ce que le corps fait aux trajectoires ? Alors, je vais prendre 2 trajectoires de 2 de mes enquêtés. Bien entendu, tous les noms que je vais donner aujourd'hui sont des faux noms. Toutes les personnes sont anonymisées, donc je vais utiliser les noms de Karine, de Muriel, ce ne sont pas leurs noms, d'accord ? Donc Karine et Muriel, 2 participantes que j'ai pu rencontrer tout d'abord au Kundalini Yoga, donc dans cette fameuse yourte. Je vais commencer par Karine. Je vous mets un petit peu son baggage, mais je vais déployer moi d'autres données. Donc Karine a une 40aine d'années, elle vit dans un petit village, elle a une de ses maisons dans un petit village de l'Aude. Et elle est très 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 mobile, donc elle a beaucoup de maisons, dans le sens où elle a plusieurs métiers, dont un qui est de restaurer des maisons et d'ensuite les louer. Donc elle est propriétaire, elle gère ça, elle gère beaucoup de choses. Elle gère un emploi de guide touristique, elle a une auto-entreprise de tourisme international, elle fait du tourisme aussi équestre dans l'Aude, elle propose aussi des massages et surtout elle a un terrain d'oliviers en partenariat, donc elle s'occupe d'olives de bouche et d'huile d'olive, donc ça demande beaucoup de ressources physiques et mentales. En tout cas, elle est très... C'est un quotidien qui est pluriactif, elle a beaucoup d'activités et vous allez voir, ça va se cumuler. Donc son mode de vie, pour elle, c'est un choix. C'est vraiment un choix d'autonomie. C'est pas du tout subi. En tout cas, elle le voit comme ça et elle trouve que c'est quand même parfois trop intense. Quand je l'interroge à chaque entretien, il y a ce choix personnel, individuel, mais une fatigue quand même qui parfois... Et cette fatigue, eh bien, pour elle, quand elle va dans la yourte pour faire du Kundalini, c'est un moment qu'elle appelle un moment de calme, de ressourcement où elle peut se poser. En tout cas, c'est comme ça qu'elle met les mots dessus. Donc elle me dit, par exemple, ma vie est remplie de 6h du matin à 23h non-stop, c'est plein, tout le temps. Parfois, je me sens un peu comme dans un tourbillon. Alors tous ces termes, c'est intéressant pour moi parce que j'ai travaillé avec des auteurs qui travaillent sur une forme d'accélération du temps, où tout va très très vite, surtout dans la modernité de femmes qui travaillent. On en reparlera. En tout cas, voilà, cette pratique du Kundalini, pour elle, c'est une forme de recentrage. Ce moment où elle rentre dans la yourte, où elle se coupe un peu, vous verrez, comme une forme de temporalité. Elle dit, pour moi, le Kundalini, c'est une introspection. Donc, je me dis, bon, une introspection, un retour à soi, un moment de pause intégrale. La question du souffle aussi est très présente parce qu'elle trouve qu'elle s'essouffle dans son travail et qu'arriver au Kundalini, eh bien, c'est un yoga où on va faire beaucoup d'exercices avec les respirations. Donc pour elle, c'est aussi très important de parler de ça. Elle dit, j'ai repris possession de ma respiration quand j'ai commencé le Kundalini Yoga. Pour elle, elle n'avait pas conscience de sa respiration. Et puis, quand on analyse vraiment son parcours de vie, ça a toujours été. Il y a toujours eu ce cumul de formation et puis de multiplicité d'activités. Elle a fait beaucoup de sports divers et variés quand elle était petite, quand elle était adolescente. Elle cumule en fait tout le temps. Donc, on voit que cet ajout de la Kundalini, c'est pas une rupture forcément sur son parcours. On pourrait se dire, mais ces femmes qui interviennent, eh bien toutes elles sont forcément, il y a eu quelque chose qui font que... Alors, vraiment, elle, c'est un ajout en plus. Donc c'est cette logique d'ajustement qui va apparaître pour se réadapter au fur et à mesure à son mode de vie. En fait, au fur et à mesure, elle essaye de construire un puzzle et de se construire. Elle parle beaucoup de ça. Elle parle de son corps
comme d'un outil, en fait, un outil dans tous les sens du terme, à la fois pour des pratiques professionnelles, parce que c'est vrai qu'elle a des pratiques qui sont parfois difficiles, et surtout de régulation. Elle porte, comme toutes les autres femmes, j'ai trouvé dans cette pratique, une attention très particulière à son corps. Surtout aux sensations, à la respiration, comme je disais, à la discipline. Il y a quand même une forme de discipline associée à cette pratique, et à la recherche d'harmonie. Ça, ce mot harmonie, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans les discours, afin d'essayer de faire tenir ensemble tous ces fragments et tous ces quêtes, comme vous verrez, ces souhaits de vie. Alors ce travail de formation de soi, il passe par le corps, donc pour Karine, mais aussi pour les autres. Et j'ai choisi de vous présenter Muriel parce que pour moi, ces deux femmes étaient complètement différentes biographiquement au départ. Muriel, elle est audoise, elle est née dans un village de l'Aude, comme ses parents, comme ses grands-parents. Voilà, il y a vraiment cette continuité. Et elle est très fière de son département. Elle a construit sa maison vraiment dans la montagne noire de ses mains, avec l'aide un petit peu de son mari et de son père. Mais elle a un cocon familial important, très important pour elle. Elle est mère, elle a 2 enfants, elle est mariée, elle travaille à la sécurité sociale. Enfin voilà, c'est vraiment pas du tout le même portrait de femme. Donc je me suis dit que c'était intéressant au départ de mettre en parallèle parce que les autres enquêtées sont un peu plus comme Karine. Elles voyagent énormément et la plupart des autres sont aussi retraitées. Donc si on pourra parler du tranche d'âge, mais la plus jeune enquêtée a une quarantaine d'années quand même. Voilà, après sont des femmes plus âgées. Donc Muriel, cette autre configuration biographique, et donc comme je vous le disais, originaire de Carcassonne. Et elle a un quotidien de mère de famille qui doit gérer des problématiques de maman et de femme avec des difficultés d'adaptation scolaire, par exemple, sur ses enfants, des problématiques de santé. Voilà. Donc un quotidien bien chargé avec, à un moment donné dans sa vie, un frère qui a fait une dépression assez conséquente. Et elle a appris en même temps que son fils avait des problématiques de santé particulières. Et en fait, à 40 ans, et ça l'a vraiment chamboulée. Et donc, elle me disait, elle n'avait jamais lu. Alors, elles ont toutes beaucoup de bagages scolaires. Elles ont toutes beaucoup de diplômes différents. Mais elle, par contre, la littérature, c'était pas son truc. Elle m'a dit, à 40 ans, j'ai acheté mon premier bouquin. Et c'était un livre de développement personnel. Parce que son but, c'était de guérir. Elle sentait que ça n'allait pas du tout. Ça l'a vraiment percuté, ces événements. Et donc, elle a vraiment eu besoin d'aller chercher des solutions pour sortir de ça. Et donc, elle est allée acheter ce fameux livre de développement personnel. Elle s'est mise à écouter des podcasts qui parlaient de tout ça. Et elle a entendu Kundalini Yoga. Elle a cherché sur Internet. Et en effet, elle a trouvé juste à côté. Et donc, c'est comme ça qu'elle est entrée dans la pratique. Donc, c'est vraiment très différent. Et en fait, elle est rentrée dans cette association par un autre chemin. Au début, c'était le chemin thérapeutique. C'était pas la détente le soir du boulot où mon corps il doit faire autre chose, se recentrer. C'était plus j'ai besoin d'aide. Et donc là, il y a cette association, elle répond aussi par différentes manières à ça, avec la psychogénéalogie par exemple, la respiration holotropique. Alors c'est peut-être des mots que vous ne connaissez pas, on pourra les définir ensemble, mais en tout cas, elle propose du soin, enfin des formes de soins particulières. Et donc elle est arrivée par cette entrée-là dans l'association, et c'est une femme que j'ai rencontrée le premier jour, elle était sur ma droite au Kundalini, et à la fin de la séance, je me suis tournée, et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « ça m'a guéri mon dos, je te jure, c'est incroyable ». Donc elle est vraiment dans cette optique de trouver de la guérison. En tout cas, elle s'engage très différemment et on voit quand même dans ses discours et dans son parcours qu'il y a cette quête non seulement de soins, mais aussi de connaissances. Parce que quand elle va faire la psychogénéalogie, c'est pas seulement pour guérir de la problématique qu'elle a eue là, à ce moment-là dans son parcours de vie, c'est aussi pour chercher à se connaître, à comprendre à travers ses ancêtres et la thérapie des choses profondes intérieures. Donc c'est dans une quête aussi de connaissance de soi qui vient rejoindre quand même Karine aussi, qui est toujours dans cette quête intérieure, spirituelle ou intellectuelle, et de réassurance pour elle, de reconquête de son corps, de son esprit et de soins pour Muriel. En tout cas, les parcours de ces deux femmes, qui peuvent apparaître comme très différents, mettent plusieurs choses en valeur, notamment le corps
qui va devenir un opérateur central des transformations biographiques. Alors, c'est quelque chose que j'étudie avec toutes les autres. Enfin, il n'y a pas que deux qui... Voilà, j'ai étudié tous les parcours et ça ressort aussi de tous les parcours, hein, pas que de ces deux femmes-là, bien sûr. Donc, le corps comme un opérateur central de tout ce qui va se passer là sur leur biographie et pas comme un simple rapport au bien-être. Parce que ces associations qui sont qualifiées donc de New Age, hein, par différents auteurs, on pourrait y revenir, qu'est-ce que le New Age, etc., appartiennent souvent à ce qu'on appelle la marchandisation du bien-être. Donc c'est juste pour se faire du bien. Là, c'est clairement pas ça. Il y a vraiment derrière une recherche. C'est le corps qui est exploité comme un lieu où vont se jouer des manières d'habiter sa vie sur son parcours de vie. Vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a plusieurs dimensions qui sont récurrentes, notamment 3. Comme la dimension de l'apprentissage par le corps. Alors dans ces pratiques, on ne va pas passer par la théorie. On ne va pas avoir quelqu'un qui va nous donner un cours, on ne va pas prendre des notes. C'est vraiment, on observe, c'est un processus. On observe la personne, donc en l'occurrence on va l'appeler Françoise, la guide. On la regarde, on l'imite, on répète, parce qu'il faut que les techniques imprègnent le corps. Et on va porter après une attention particulière sur ce qu'on ressent, sur ce qui se passe dans le corps. Donc c'est un processus, ce qu'on appelle une pédagogie qui est incarnée, où en fait le geste, la respiration, la posture, etc., prend la place des mots. La mise en mots se fait peut-être par moment, mais bien après l'apprentissage. Donc c'est vraiment... J'ai une femme qui travaille au département de l'Aude et qui a énormément de diplômes, qui est encore inscrite à la fac et qui me dit ces moments-là, c'est une autre façon d'apprendre et c'est ce que je veux. J'en ai marre d'apprendre avec mon cerveau. Et en fait, elle voit, ces femmes sont tout à fait cohérentes avec ce qui se passe en fait. Elles savent où elles vont, elles savent où elles mettent les pieds et elles savent qu'en fait, ce qu'elles cherchent, c'est un autre rapport à l'apprentissage aussi. Donc, moi, au départ, quand je suis arrivée sur ce terrain, la première chose que j'ai vue dans les discours, c'était une quête de savoir. Je me suis dit, vous êtes encore en formation, vous faites ça et ça et ça. Et j'avais l'impression qu'elle cherchait tout le temps à acquérir des connaissances et des savoirs en plus. Et là, ça passait encore par autre chose. Donc, ce corps, il va devenir un lieu d'acquisition de savoir donc pratique. Apprendre à se calmer, apprendre à se concentrer, apprendre à écouter son corps d'une certaine manière, gérer ses émotions, ça c'est un truc qui sont pas mal recherchés, acquérir plus de souplesse aussi, enfin voilà, il y a tout un patchwork. En tout cas, c'est un travail progressif de formation de soi, qui est très individuel. En tous les cas, c'est à première vue ce qu'on pourrait croire, que c'est très individuel comme pratique. Il y a une deuxième dimension qui ressort aussi, c'est donc cette fameuse importance du registre du soin. La dimension du rapport à la santé, elle a évolué avec le temps. On a un très bon historien du corps, de la santé, Vigarello, je vous invite à le lire, qui en parle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut lire dans la définition même de l'OMS de ce qu'est la santé. C'est ce fameux rapport maintenant, le corps et l'esprit est imbriqué. Hein, ça rejoint cette quête d'harmonie, d'équilibre, en fait. Donc, ça suit finalement. Et ici, dans les entretiens, ces personnes montrent qu'elles ne sont pas dans le rejet total de la médecine. Parce qu'on se dit là, technique alternative, méthode de soins complètement alternative, on pourrait se dire, voilà, c'est des gens qui sont en marge. En fait, elles vont voir le médecin, elles ne sont pas dans le rejet. Elles me disent même, moi je vais le voir une fois par an, je fais mon check-up, il n'a rien à me dire, je vais très bien. Elles vont très bien. C'est vrai que par contre, voilà, d'un point de vue santé, je n'ai pas vérifié honnêtement dans leur carnet de santé, mais elles semblent tout à fait en forme. Elles disent en fait qu'elles vont ajouter des choses qui leur manquent dans la médecine traditionnelle. Donc c'est plutôt, elles vont composer sur des registres différents, parce que pour elles, déjà, il n'y a pas assez de psychologie dans le médical. Elles arrivent chez le médecin, il fait un check-up et un corps, elles demandent, mais pour elles, il n'y a pas ce côté psychologique qu'elles recherchent. Et pour elles, elles recherchent aussi une dimension spirituelle qu'elles n'ont plus dans le soin. Donc c'est une quête de soins qui leur semble plus complète, ces formes de thérapie, où elles vont donc bricoler, c'est un mot qui va revenir beaucoup, vous verrez. En tout cas, elles bricolent à la fois les thérapies alternatives. Cette association présente sa formule de soins comme étant holistique.
qui correspondrait justement à cette conception-là d'équilibre et d'harmonie entre le corps, l'esprit, la spiritualité, etc. Donc c'est une recherche, dans encore cette logique d'ajustement, de bricolage, une recherche d'autonomie aussi, parce qu'elles sont seules avec ça. Avec ça, c'est intéressant de voir qu'elles bricolent elles-mêmes leur parcours de soins, leur parcours de vie spirituel. D'accord ? C'est tout à fait autonome, et donc c'est tout à fait aussi en lien avec les normes contemporaines d'autonomie de la femme et du travail sur soi, du développement personnel. C'est quand même très emboîté. En tout cas, il y a aussi une dimension qui ressort des expériences sensibles et symboliques que j'ai beaucoup travaillé dans Mémoire, et je ne veux pas tout vous développer, mais j'ai observé une importance particulière à la musique, notamment, très important, la musique, à la voix et donc au souffle aussi. La musique, notamment, la voix, le souffle, viennent structurer toutes ces pratiques et ces expériences. Et les rendent notamment collectives. Là, on peut voir des pratiques très individuelles, de recherche personnelle, de développement, etc. Il y a des facteurs sensibles et symboliques qui viennent rendre les choses collectives et qui vont donner forme aussi au vécu personnel, sous différentes dimensions. Il y a par exemple dans la voix de l'animatrice, de l'enseignante, on lui donne le nom qu'on veut, un vocabulaire particulier qui est très adapté à cet univers et qui va nous permettre de mettre en mots des ressentis très particuliers aussi, parce que dans ces expériences, on va ressentir des choses qu'on ne ressent pas forcément ailleurs ou qu'on ne sait pas définir. Et donc il y a tout un vocabulaire qui est très adapté à ça et qu'on va apprendre en fait au fur et à mesure, qui tourne autour par exemple du terme de vibration, d'énergie, et ça va correspondre à des sensations qu'elles n'ont pas forcément au quotidien. Alors là, on va faire la fameuse parenthèse de ma posture, parce que là, on va rentrer dans des choses assez particulières. Ma posture en tant qu'étudiante de master sur un terrain comme ça, qui, je vous l'avoue, est suivie par la Miviludes. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà, la Miviludes, donc, et Infosect 11 aussi. La posture aurait pu être extrêmement critique. Parce que quand on arrive dans une association qui est déjà suivie par des organismes sectaires, on peut se dire je vais utiliser une sociologie tout à fait critique et là j'ai matière. Voilà. Ou alors elle aurait pu être, comme en anthropologie, dans l'adhésion, voilà, et se laisser porter aussi par tout ça, ce qui est intéressant aussi d'étudier. Alors c'est très compliqué honnêtement de trouver une posture scientifique dans ces milieux-là. C'est la petite parenthèse pour vous parler de ma posture. Parce que il y a beaucoup d'auteurs moi j'aime pas me positionner, on me l'a beaucoup reproché dans ce travail, j'aime pas prendre position pour l'un ou pour l'autre. Donc déjà je me suis dit, j'arrive en tant qu'élève, il y a une enseignante, donc la posture de l'élève déjà j'ai trouvé que c'était la plus confortable. Peu importe ce qu'elle enseigne, le Kundalini, elle enseigne, donc on va apprendre. Donc déjà cette posture sur le terrain en tant qu'élève, c'était pour moi la plus confortable pour atteindre ce qu'on appelle, ce qu'on essaye d'atteindre, la neutralité scientifique, parce qu'on n'est pas là pour avoir des jugements. Cependant, il y a des choses à dire sur les fonctionnements et les structures mêmes de ces organisations, de ce qui s'y passe, du vocabulaire, etc. Les formes de commercialisation, il y a plein de choses. Donc oui, la sociologie critique, elle va apparaître à un moment donné par endroit, en fait. Par exemple, avec Gérard Néran, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, qui travaille sur ces fameuses marchandisations du bien-être et tout ça. Donc oui, ça apparaît. Mais en parallèle, je trouvais que c'était important de mettre en écho d'autres formes d'analyse, comme celle de Hartmut Rosa, par exemple, qui fait que on va mettre en cohérence, en fait, les parcours et l'autonomie de ces femmes, qui sont tout à fait en quête de plusieurs choses importantes dans la vie, notamment la résonance. Sont des sociologues allemands qui mettent en évidence l'accélération du temps, comme je vous le disais, avec le fait que la modernité, elle demande énormément de choses, et que nous, on est à un moment donné obligés d'aller vers des espaces de résonance, que ces espaces-là les offrent par moments ce que ces femmes ont besoin sur leur parcours. Et donc, c'est quand même très cohérent. Donc voilà, vous allez voir une espèce de paradoxe tout au long. Mais parce qu'on est, au final, vous verrez, dans une société qui est elle-même paradoxale. Et donc, on va voir avec d'autres auteurs comment ce paradoxe, il traverse en fait toutes les sphères de ce travail. Voilà, c'était juste pour dire que par moments, c'est critique
et c'est normal, et par moments ça l'est moins. Voilà, c'est le positionnement. C'est afin de ne pas réduire ces pratiques à leur effet de domination symbolique simple, ni de les idéaliser comme des ressources nécessaires et absolument utiles dans la vie, mais plutôt de laisser parler la complexité sur différentes échelles, parce qu'une vie et un individu, c'est complexe, et qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre position. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, comme on a pu le voir dans cette première partie, c'est qu'en fait, ces parcours de vie sont individuels, mais qu'ils sont encadrés. Ils sont encadrés par des cadres qui, eux, sont plus collectifs. Voilà. Donc, on va porter un regard justement sur ces expériences un peu plus collectives. Donc, dans un premier temps, on va parler du cadre matériel, organisationnel et surtout ritualisé de ces pratiques. Donc, quand on observe par exemple le Kundalini Yoga, on peut avoir l'impression, comme je vous le disais, que c'est très intime. On a les yeux fermés, sauf pour ouvrir un œil pour regarder ce que fait l'enseignante, mais sinon on est sur soi, on a les yeux fermés, et les techniques font en sorte qu'on est très intériorisé finalement, parce que le souffle va des fois très très vite, et il fait un peu sombre, on est éclairé que par un feu, donc c'est une ambiance très particulière. On a vraiment l'impression d'une forme d'intimité aussi. Et il y a des pratiques proposées en association qui sont encore plus intimes, on en parlera un petit peu après, vous verrez. Mais en tous les cas, on a l'impression que c'est individuel et intime, mais en fait l'enquête, elle montre que non, que ce sont des dispositifs très collectifs et très concrets, très structurés en fait. Alors d'abord, il y a les lieux. Les lieux sont certes une yourte, mais ça peut aussi être des espaces municipaux, comme une salle de danse au milieu de Carcassonne. Voilà, donc c'est un espace de centre-ville. Ça peut être des lieux donc très alternatifs ou alors dans des domaines privatisés, des domaines privés, des masses ou dans les corbières, des espaces, voilà. Pour par exemple faire des stages de jeunes d'une semaine ou 2 semaines, ce sont des espaces qui sont privatisés. Donc on voit en fait qu'il y a différents lieux qui sont exploités et ça montre une diversité qui rend ces associations non marginales. Elles sont dans le décor, elles sont partout en ville, dans la montagne, dans les corbières. On peut les trouver à plein d'endroits différents, plus ou moins institutionnalisés, même institutionnalisés. En tous les cas, ça n'est pas marginal. Elles sont dans les espaces publics et privés. Elles sont aussi très structurées par de la formation. En effet, ce sont des cours hebdomadaires auxquels il faut assister. L'enseignante insiste là-dessus, sinon on ne progresse pas. Donc il y a vraiment cette donnée-là. Il y a des stages, des week-ends qui sont proposés, des retraites sur différentes thématiques. Il y a donc des retraites, des semaines de formation, des événements particuliers tels que le Tantra blanc, par exemple, qui sont reliés, qui sont un événement annuel. En tout cas, ça structure vraiment les engagements. C'est-à-dire qu'on va signer pour faire des exercices avec une temporalité précise sur les parcours de vie. On a telle date, il y a le Tantra blanc, telle date, j'ai stage de jeûne de 2 semaines, là j'ai la retraite spirituelle de 3 semaines, et sinon c'est 3 fois par semaine le Kundalini, 2 fois par semaine la Biodenza, et c'est de telle heure à telle heure. Enfin, en tout cas, c'est rythmé. Ça pose un rythme, ça pose un cadre, et ça agit sur les parcours. Ça a une forme de temporalité importante. Donc ça structure, en fait. Ça structure les expériences, parce qu'on est clairement dans l'expérience corporelle. On est dedans, et ça nous structure. Et puis, il y a un encadrement. On signe un document, plusieurs, avec des modalités de paiement différentes, des modalités de tarification différentes, qui peuvent être très élevées d'ailleurs. Donc il y a un système d'adhésion avec des règles de participation particulières. L'exemple au Kundalini, on doit être absolument en blanc. Ça, tout de suite, c'est une règle. Et il y en a d'autres. Donc on a des règles, on a beaucoup d'éléments, des lieux, des formations et un encadrement qui détermine et qui transforme justement le parcours, parce qu'on prend un rythme. Et donc c'est un cadre qui n'est pas seulement logistique, mais qui est aussi très fortement ritualisé. Parce que dans chaque proposition de l'association, même si c'est par exemple la Biodenza, qui est définie par mes enquêtés comme étant beaucoup plus cool que le Kundalini Yoga, c'est quand même très très structuré. Pour avoir bien parlé avec les biodanseurs, ça s'appelle comme ça, qui font des formations pour être plus tard prof de biodanza, ça porte un nom spécial, j'ai oublié,
eh bien, la séance, qui peut être complètement, on dirait aléatoire, en fait est très très structurée, le rythme des musiques est très choisi, ça doit faire un certain acte, il y a une volonté derrière, il y a un choix musical qui est très orienté, très, très calculé, et puis il y a des rituels, au début on se tient la main, on fait une ronde, on parle d'une thématique, et puis à la fin pareil, on refait une ronde, etc. Donc c'est très ritualisé, même là où on pense que ça l'est moins, alors que le Kundalini, oui, c'est très 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 ritualisé, hein. Là, pour le coup, on rentre, on a un mantra d'entrée, un mantra de sortie, enfin voilà, là pour le coup, c'est... Donc le fait que ce soit ritualisé, enfin en anthropologie on le voit, ça structure, ça définit encore plus ces parcours de vie là, ça marque vraiment le corps, et ça permet aussi, dans toutes les autres formes de religiosité, d'instaurer un temps mis à part. Il y a le temps du quotidien, et puis il y a ce temps-là où boum, je ferme mes mains, et je fais mon mantra, et pouf, et toutes, hein, elles le disent, je suis dans un autre espace-temps, quoi. Voilà, ça reconstruit une autre forme de quotidienneté. Ça vient fabriquer ce qu'on appelle des espaces symboliques dans la vie de mes enquêtés et qui donnent ces fameuses formes plus collectives en fait qu'individuelles et intimes, où tout s'entremêle. On va parler d'autorité, des vécus, oui, d'autorité, de transmission et de hiérarchie très discrète. C'est là qu'on est un petit peu critique. Alors il y a une figure centrale hein, de cette association, c'est une femme qui gère toute cette association que vous avez pu voir ici. C'est quand même un énorme travail. L'animatrice Françoise, donc on l'appelle. Cette femme, elle utilise ce qu'on nous on appelle en tout cas une autorité douce. Elle est pas, on la pense pas autoritaire quand on la voit, mais on lui obéit quand même. Voilà. Elle fonde en fait son autorité sur l'expérience, parce qu'elle a la capacité de montrer ce qu'il faut faire, elle a la capacité, elle est à l'écoute, c'est une femme qui est très à l'écoute. On a confiance vraiment en elle. Elle est très tactile, elle fait preuve d'écoute, de confiance, de reconnaissance. Elle utilise un vocabulaire comme la bienveillance, c'est un mot qui revient beaucoup. En tout cas, c'est une femme qu'on imite. Et donc, comme je vous le disais, l'apprentissage, il se fait en imitant Françoise, dans toutes les pratiques proposées. Dans ses démonstrations, on la regarde toujours attentivement et on l'imite. Déjà, je me dis chapeau parce qu'elle se fait vraiment observer du matin au soir, tous les jours, plein de trucs différentes. Et voilà. En tout cas, on la regarde, on l'imite et on ajuste et on essaye vraiment d'être juste comme elle. Et pendant la biodanza, c'est là que je trouve ça le plus impressionnant, c'est qu'elle est vraiment au milieu de tout le monde. Et elle danse et elle se lâche. Et on voit qu'elle est dans la biodanza, elle est dans la musique. Et on doit faire la même chose après. On n'a pas forcément la même audace, mais en tout cas, voilà, on est... et puis, quand même, elle est rassurante. Et bon, il y a tout ce côté-là. Hein. En tout cas, elle nous socialise. Elle nous emmène avec elle dans ses pratiques. Et c'est ce qu'on appelle une socialisation corporelle. Parce que c'est par le physique qu'elle nous emmène. Elle nous dit presque rien. Elle nous fait des fois des petits discours sur ce qu'est la biodanza au départ. Enfin bon, c'est pas non plus... Voilà. Cette socialisation corporelle, on apprend notamment les bons gestes, comment on doit respirer, comment on doit se tenir, comment on doit écouter, comment on doit parler de soi, d'une certaine manière avec ce fameux vocabulaire adapté. En tout cas, les participants, dans leur discours, ils ne sentent pas cette hiérarchie. Ils prônent l'horizontalité. Ils disent clairement, enfin, dans leur discours, ils ont ce souhait d'horizontalité, même au travail d'ailleurs, ça joue sur leur rapport au travail. Notamment sur la thématique de la liberté. Voilà, c'est des femmes qui sont en quête d'horizontalité et de liberté. Et ces discours dans l'association vont vers ça, pour elles, pour ces femmes, pour ces enquêtées, et quelques hommes quand même, je tiens quelques hommes aussi ont les mêmes discours, c'est-à-dire qu'au moins là, ils sont libres. Vraiment. Ils perçoivent ça. Liberté de croyance, liberté corporelle et sexuelle, on va y venir un peu. Alors l'enquête, elle montre une réalité un petit peu différente quand même des discours. Une réalité structurée,
par ce fameux langage mis en commun, par des normes explicites que certains auteurs rappellent sur les manières légitimes ou non de faire les choses. Déjà, on est quand même obligé à un moment donné de les faire. On n'est pas si libre que ça quand on participe. Et surtout dans sa manière de se raconter dans les récits. On va raconter son parcours grâce au vocabulaire associatif. C'est assez curieux parfois quand on entend les discours au début. En tout cas, tout ça m'a amené à travailler sur ce qu'on appelle des seuils d'appartenance. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des seuils. D'abord, on s'inscrit à l'association pour essayer. Sauf que si on essaye, ça ne va pas fonctionner. Pour que ça fonctionne, il faut le faire plusieurs fois l'exercice. Sinon, on ne va pas se libérer des tensions dorsales, par exemple. J'ai une bêtise, mais il faut que, pour que ça marche, qu'on réessaye. Donc pour ça, on adhère. Mais une fois qu'on a adhéré, il faut continuer parce qu'il y a un stage qui nous permet d'ouvrir plus de chakras et qui nous permet d'accéder à plus de choses. Et c'est un petit peu ça. Vous voyez cette sensation de quête tout le temps, de vouloir, de connaissances qu'elles ont dans leur parcours. Et là, ça accentue encore plus parce que finalement, elles veulent encore plus être dans l'éveil d'elles-mêmes, dans la compréhension d'elles-mêmes, guérir de plein de choses. Et elles s'inscrivent au stage, aux écoles qui sont supérieures à Françoise, les écoles qui ont formé Françoise, que ce soit en thérapie holotropique, que ce soit en yoga kundalini ou en biodenza. Ces femmes sont toutes inscrites dans les écoles. Ça fait 5 ans à peu près pour la plupart, 5-6 ans, des fois plus, des fois un peu moins. Et elles sont en formation aussi pour devenir comme Françoise. Il y a encore, voilà, ça c'est le seuil du dessus, pour dispenser à leur tour des cours. Soit en tant que thérapeute, soit en tant que yogi, soit dans la biodenza, en tout cas elles sont là. C'est un système de hiérarchie du coup qui est beaucoup plus discret. Et ça on le voit en géographie avec Madame Hoyer par exemple, qui a travaillé sur la géographie du yoga, qui est un livre très intéressant, Anne-Cécile Hoyer, et qui montre qu'en fait, dans le yoga, il y a vraiment un processus en réseau mondial et qu'il y a quand même des hiérarchies, malgré le fait qu'il prône une certaine forme de liberté totale. Voilà. Mais c'est assez discret. En tout cas, il y a un véritable dispositif, comme on le voit, qui est en place, et c'est un dispositif qui socialise, qui agit sur les parcours, et qui légitime aussi les choix qu'elles font, parce qu'elles sont dans « je suis autonome, je fais mes choix », et donc ça légitime aussi tout ça. Bon. Moi, j'ai raté mais bon, ça résume un petit peu les cadres collectifs, les cadres sociaux, l'autorité douce, qui vient socialiser, avec ces fameuses hiérarchies, et il y a une ambivalence. Alors, on va parler du corps et de la sexualité, un petit peu, parce qu'il y a des choses à dire. Alors, dans cette partie du travail, j'analyse le corps non seulement donc, comme ce fameux support d'expérience individuelle, mais aussi comme un objet qui est socialement encadré et qui est pris dans ces fameux dispositifs dont on parle. Et on voit que ces espaces, elles offrent quand même des réponses à des périodes de fragilité biographique. Pour certaines femmes, elles offrent des réponses. Elles trouvent une écoute, une forme de reconnaissance et de se reconstruire parfois un rapport au corps différent, un rapport aux émotions différent. Donc le corps, il apparaît pour moi, au fur et à mesure de mon travail, comme un projet permanent, avec un objectif. Il faut le réaligner, il faut le purifier, surtout avec les stages de jeûne. On les a vendus des stages de jeûne pour purifier et puis optimiser aussi. Donc il n'y a pas une opposition simple sur mon terrain entre émancipation totale ou domination totale. On ne voit pas ça. Il n'y a pas cette contradiction-là. On voit plutôt une forme d'ambivalence tout le temps structurelle entre apporter de l'aide et exigence. On voit cette ambivalence entre la liberté et une pression plus diffuse. Il faut quand même progresser, quoi. Il faut aller de l'avant. Il faut se libérer, mais il faut progresser. Et donc, on se sent au milieu de ce paradoxe. Et voilà, entre eux, j'ai d'autres paradoxes. Émancipation totale et responsabilisation, autonomie. Ou alors quête de soi et toujours être à l'écoute en permanence de sa moindre subjectivité. Donc, en fait, le corps et tout ça, c'est paradoxal et c'est ambivalent
Le corps, j'ai noté que c'était un lieu de négociation permanente. On devait négocier avec soi, avec ce qu'on ressent, avec les écoutes. C'est la négoce sur les parcours de vie. Enfin, voilà. Et c'est à partir de cette ambivalence que je vais aborder la question de la sexualité comme un lieu d'analyse. Parce que la place de la sexualité, elle est très importante ici. En effet, elle apparaît jamais frontalement sur ce terrain, sur ces terrains, mais c'est toujours là. Ça traverse toutes les pratiques, certaines plus que d'autres, mais c'est présent et ça m'a tout de suite. Enfin, je ne m'y attendais pas. Mes observations montrent que ces pratiques, en fait, elles ne proposent pas une libération sexuelle classique. Il n'y a pas ce terme, en fait, dedans. Mais c'est plutôt, en fait, une transformation de l'objet qui est la sexualité comme une ressource du développement personnel. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là que j'ai été le plus critique, parce que je n'ai pas vraiment compris, quand je suis arrivée à ce moment-là, que le registre du sexuel, il est vraiment déplacé vers le spirituel. Ça, c'est un déplacement du vocabulaire. Le désir, par exemple, il va devenir énergie. Le vocabulaire change, il va devenir feu intérieur à maîtriser, sexualité sacrée. Quand la professeure de Kundalini nous dit vous faites les exercices, je ne sais pas que je vais vous décrire, mais en tout cas, vous sentez l'énergie sexuelle, mais vous ne savez pas comme vous pensez. Hein, la sexualité, comme. Voilà, elle remet de côté le terme pour la spiritualiser, en faire quelque chose d'autre. Et dans les stages, en fait, ce déplacement, il rend les discours beaucoup plus recevables. Parce que ce n'est pas les vrais mots, en fait. Et donc, c'est beaucoup plus facile de dire « j'ai senti des vibrations » que enfin, voilà, je ne veux pas aider. Mais en tout cas, ça rend le discours beaucoup plus recevable. Et dans les stages de Tantra, de Kundalini, ou même de Biodanza, mais c'est plus diffus, la sexualité, elle est mise en scène, vraiment de façon concrète aussi. Par le toucher, parfois, la proximité corporelle ou l'activation de certaines zones, notamment au Kundalini. L'important de la Kundalini, je vous résume un peu, c'est que l'historique créé dans les années 60 aux États-Unis, donc c'est pas vraiment traditionnel en réalité le Kundalini, comme tout le monde souhaiterait. C'est deux dieux qui fusionnent, deux dieux hindous, et donc le but c'est de faire remonter une énergie qui vient du bas, sexuelle, jusqu'en haut pour éclater vers le nirvana, donc jusqu'à un chakra, donc dans un système de chakras qui monte dans l'escalade. Enfin, ça c'est le Kundalini Yoga, l'objectif en fait de la Kundalini, très vu en gros, mais c'est ça. Donc c'est des exercices qui amènent à ça. Donc c'est dit de cette manière, mais en fait ça mène à l'orgasme, clairement, mais divin, quoi, quelque chose, voilà. Mais c'est dit d'une manière très spiritualisée, donc désérotisée aussi, on peut dire. Dans les discours, on va parler de cette fameuse énergie tout le temps. Donc les récits recueillis, pourtant, ils montrent qu'il y a quand même de l'intensité dans les expériences. C'est même des fois ce qui mène à ces pratiques. C'est-à-dire que j'ai une femme, par exemple, de mes enquêtés, qui avait fait une méditation guidée avec tout le monde, pas dans ses pratiques, qui elle avait senti quelque chose à ce niveau-là. Et donc, elle a fait des recherches et Kundalini, ça correspondait, quoi. Donc, c'est même quelque chose d'intéressant et qui amène à pratiquer ce genre d'expérience. Tout ça, ça s'inscrit dans une économie du bien-être dont je vous parlais, parce que ça a un prix. Et oui, ça a un prix quand même assez important parfois. C'est pas du bénévolat. Et puis, c'est pas forcément accessible aussi. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir accéder à certains lieux. Donc c'est parfois difficile d'accès, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un espace de distinction sociale, émis par Bourdieu. Je suis Bourdieu ici, voilà. Donc distinction sociale qui est accessible surtout à celles et ceux qui disposent donc des ressources culturelles et économiques nécessaires. Voilà, il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas le budget. Bon, c'est pas grave. Enfin, mon terrain, comme je vous le disais, il est majoritairement féminin. Il y a quelques hommes. Il est majoritairement féminin. Cette recomposition... pardon, ça m'a perturbée de entendre. Cette recomposition, elle touche donc, comme je vous disais, le corps des femmes, ce qui est très important, leur rapport aux soins, leur rapport à la spiritualité, à la liberté, l'émancipation du corps des femmes. Donc, tout ça, c'est du discours que j'ai pu recueillir aussi, voilà, parce que la guérison du corps des femmes. Donc c'est certes
des nouvelles formes de domination, comme on peut étudier dans les travaux de sociologues du New Age. On voit voilà, que ça vient structurer, etc. Mais ça touche en fait profondément les femmes dans leur sexualité, dans leur quête de savoir, leur quête du corps. Donc une sexualité reconfigurée, moins visible, mais beaucoup plus symbolique, et qui en fait, ces femmes qui cherchent la libération, se libérer de certaines normes, quand on analyse vraiment le vocabulaire dans le tantra, c'est très normé finalement. Ça, on revient sur des normes quand même, c'est très structuré, l'homme et la femme, etc. Enfin, voilà. On croit qu'on se libère, mais il y a quand même des logiques contemporaines très normées. Je ne sais pas si je suis à l'heure tout à l'heure. 21. 21, c'est bon, il me reste Attends, il y a 10 minutes. Ok. Attendez, je vérifie. C'est bon, je vais vite. Alors, on va monter un petit peu encore plus en généralité. On va parler d'histoire. On change de registre. Après, ça vous plaît. Voilà. Pourquoi ça prend dans l'Aude? On monte niveau macro. Et pourquoi ça prend? Pour plein de raisons. Alors d'abord, sur les parcours de vie, quand on étudie la biographie de tous mes enquêtés, tous, ils étaient catholiques. Ils ont en tout cas l'enfance, même l'adolescence. Ils sont allés à l'église, ils sont baptisés, ils sont communiés. Voilà. Certains même en école privée, donc on peut parler même de socialisation secondaire catholique. Donc il y a cet héritage chez tous mes enquêtés. Un héritage qu'ils ont tous renié, clairement, de différentes façons. En tout cas, qui sont très critiques avec, ou qui, clairement, se sont séparés parce que, pour plein de raisons, je vais vous en dire quelques-unes. En tout cas, c'est là. Et c'est explicitement mis à distance dans le discours. Mais quand on les interroge sur leur façon de croire, il y a des souvenirs d'enfance. Voilà. Il y a des souvenirs familiaux qui sont reliés à ça. Certaines manières de parler du bien et du mal aussi, certaines manières, certaines attentes morales aussi qui sortent de cette socialisation-là. En tout cas, on appelle ça comme une couche de socialisation primaire qui émerge dans les biographies. Ce qui change, en fait, c'est pas tellement d'un seul coup je quitte pour aller dans une association New Age, c'est les modes d'inscription dans le sacré. Donc le religieux, pour eux, ils ne veulent plus passer par l'institutionnalisation d'une forme de croyance. Ils critiquent vraiment ça. Ils ont ce mot dogmatique à la bouche tout le temps. Donc ils sont vraiment dans la quête de se libérer des dogmes et des normes de l'Église. Voilà, et on peut voir d'ailleurs que plein d'auteurs sociologues et historiens, Schlegel, Hervieux Léger, François Champion, parlent d'ailleurs de christianisme diffus hors Église, donc il y a quand même des restes, mais ils vont passer par, comme on l'a vu, le corps, l'expérience sensible. Donc ça, c'est ce qui est plus important pour eux dans leur spiritualité. Ils recherchent une spiritualité ressentie, donc ils vont déplacer en fait ce que Hartmut Rosa appelle des sphères de résonance, cette fameuse résonance dont on a besoin avec la musique, avec plein de choses. La résonance, on pourrait en faire une liste, mais en tout cas, la religion, la foi, ça peut en être une. Et elles vont déplacer les sphères de résonance vers quelque chose qui correspond plus à leurs valeurs. Et ça apparaît plus cohérent pour elles dans ces registres de croyances complètement hétérogènes que nous. Alors, dans des discours, je me dis, mais comment c'est possible d'associer autant de... Moi, j'ai une enquêtée, Noémie, ça la ferait rire. Je dis Noémie, mais de toute façon, non, ça la ferait rire si je vous raconte, mais elle a un dieu... elle a un dieu hindou avec elle, elle fait de l'ufologie, elle fait de l'ésotérisme, elle pratique le kundalini. Mais alors, il y a un melting pot de trucs, je me dis, j'arrive pas à m'en sortir. C'est trop. Et donc, j'ai la liste, c'est trop grand. Et je me suis dit, c'est pas cohérent. Et en fait, on a Paul Venn, par exemple, des historiens qui travaillent sur ces systèmes de croyances, qui dit qu'en fait, ce qui peut apparaître hétérogène et paradoxal, ça peut être un fil de pensée tout à fait cohérent pour une personne, en fait. On peut mélanger des choses et créer des fils et se créer un système de croyances, ça fonctionne. En tout cas, ces personnes ne parlent pas de croyances du tout. Elles ne parlent pas de foi.
Elle parle de spiritualité, mais comme un cheminement plutôt, et surtout comme Véronique Atlas ou d'autres personnes, comme d'un bricolage en fait de composition. C'est une sélection qui est tout à fait personnelle de croyances, qui sont sélectionnées, qui sont réinterprétées, parce que parfois elle parle du Kundalini comme quelque chose de traditionnel, et en fait les historiens, les géographes expliquent clairement que c'est pas traditionnel du tout le Kundalini, mais pour elle ça l'est. Il y a une réinterprétation de certaines pratiques religieuses, et puis on se l'approprie avec les sensations. Donc c'est pas un syncrétisme naïf, comme je vous disais, complètement mélangé, c'est un travail de recomposition qui est cohérent avec ce qu'elles souhaitent sur leur parcours, et c'est guidé par ces fameuses attentes contemporaines de développement, de se comprendre soi, d'aller mieux, toutes les attentes qu'on a vues au début. L'Aude, un territoire particulier. L'Aude, c'est un territoire qui a une longue histoire et qui est aujourd'hui très touché par les systèmes de sécularisation du catholicisme. On a, par exemple, dans la paroisse où j'ai travaillé sur l'association, 2 prêtres pour toutes les communes. Il y avait plus de 14 communes, 48 clochers. C'est l'Église catholique, en tout cas dans les petits villages de l'Aude, c'est très compliqué. Il y a ce recul progressif qui est là, et en même temps, on voit que toutes ces pratiques, décrites comme spirituelles, elles se développent énormément. Sur la carte, j'ai juste tapé yoga. Je n'ai pas écrit toutes les autres parce qu'on ne voit plus la carte. Et c'est juste autour de Carcassonne. Donc, ouais. Et c'est vraiment développé. Et je vous assure que si on tape les autres, Biodenza, ça double. Il y a vraiment beaucoup de pratiques. Les enquêtés, par rapport au catholicisme, comme je vous le disais, il y a une empreinte, et il y a un paradoxe intéressant qui touche ces pratiques, c'est qu'ils sont quand même attachés au lieu. Dany, par exemple, c'est un homme, un biodanseur. Il est très anticlérical, il a des discours comme le catholicisme, ça sent trop la soutane. Ça me fait rire, j'aime bien le ressortir. Mais il va dans les églises, il s'assoit et il me dit, mais quand même, la lumière dans les vitraux, ça fait du bien, et en plus, c'est calme. Donc en fait, il y a cette ambivalence-là aussi, et dans tous les discours, il y a de l'ambivalence. Enfin, comme ça, c'est paradoxal, mais en plus, c'est pratique. Comme il y a une désertion du catholicisme dans certains lieux aussi, eh bien, il y a des réhabilitations par ces pratiques. On peut faire des retraites spirituelles particulières dans des anciennes abbayes, par exemple. Enfin, voilà, il y a aussi des réhabilitations de lieux anciennement catholiques. Donc, tout s'entremêle. Bien sûr que aussi l'Aude, c'est un imaginaire du haut lieu, avec Bugarache, Rennes-le-Château, voilà, et tous ces fameux centres de retraite réhabilités. C'est un imaginaire qui fait une terre sacrée aussi particulière et qui apparaît dans le discours. Donc un territoire qui est à la fois une ressource active, comme on l'a vu, avec tous ces lieux publics et privés qui s'ouvrent, donc matériels, des espaces tout à fait disponibles en adéquation, des lieux symboliques aussi par des récits et des espaces, et relationnels par un dense tissu associatif quand même assez important. Je ne sais pas si j'ai fini. Conclusion. C'est bon, conclusion. Je sais sur la fin. Donc on peut voir à plus haute échelle qu'il y a une forme. Ça, c'est pour vous, pour finir, c'est quand même l'évolution du nombre de pratiques. On a l'individualisation, le marché du bien-être, on va parler de tout ça, mais il y a un troisième point, ce sont les dispositifs qui s'inscrivent dans le contexte donc, qui est beaucoup plus large de cette société moderne avec toutes ces injonctions. Je ne sais pas si vous avez lu un petit peu sur la sociologie. En tout cas, c'est ici, sur mon terrain, objectivé concrètement. Parce que quand j'ai cherché dans les archives de la sous-préfecture de Narbonne, et sur le journal Le Joffre, le journal officiel, eh bien, j'ai quand même trouvé 295 entrées correspondant, dont 270 créations d'associations de ce type. Donc on observe ici une dynamique. La première a été, en tout cas j'ai trouvé la première en 1976, et puis le rythme il est faible au départ. C'est diverses associations qui sont décrites comme New Age, mais qui, dans leur définition, répondent toutes à mon moteur de recherche qui correspondait à ce que me disaient mes enquêtés, bien-être, retour à soi, thérapeutique. Voilà, j'ai essayé de mettre des mots-clés.
Et donc ça augmente vraiment dans les années 2000, et ça s'accélère vraiment en 2010, et puis il y a un pic en 2022. D'ailleurs, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'ils subissent pas trop le Covid à chaque fois, non mais ça marche toujours bien. Il y a une structuration qui est durable sur le tissu local. C'est vraiment dans l'eau, voilà, en expansion. Donc c'est une impression très complexe, comme je vous l'ai dit au fur. Pour conclure, je vais conclure parce que c'est voilà. Pour conclure, mon travail est très gros parce qu'il manquerait à vous parler de la transe, par exemple. Il y a un phénomène très important dans ces pratiques qui a été important pour moi aussi de travailler, vous parler de l'identité, etc. Mais on n'a pas le temps. En tout cas, ces pratiques corporelles contemporaines, elles sont aujourd'hui donc des lieux privilégiés pour observer la manière dont nos sociétés, en tout cas ici, elles réorganisent le sens qu'on souhaite donner à sa vie, le soin et l'engagement symbolique. Là où des institutions religieuses, comme on le voit dans certaines régions, elles jouaient autrefois un rôle pour ça, un rôle central. Et j'ai lu un livre là de Paul Valadier sur justement, comme maintenant je suis dans le catholicisme, je lis trucs de voilà, et qui est l'Église en procès de Paul Valadier. Et il y a un moment donné, au milieu du livre, il s'interroge, il dit est-ce qu'il y a un indice quelque part qui éclairerait à la fois la nature d'une société, qui nous donnerait des indices sur le fonctionnement d'une société, et à la fois la situation de sa religion. Je me suis dit que là, j'étais un petit peu en train de trouver des indices qui pourraient peut-être l'aider, mais parce que j'ai eu l'impression qu'il y avait ce entrecroisement. Voilà, en passant par ces espaces associatifs peut-être. Voilà, c'était pourquoi. Merci beaucoup. De rien. Bon, merci beaucoup pour cette présentation vraiment passionnante. Avant que moi je pose toutes les questions que j'ai à poser, peut-être je vais laisser le public peut-être en poser quelques-unes, si vous en avez. J'ai un micro à vous apporter. Vous savez, quand vous êtes rentré dans ces associations, est-ce que les personnes savaient que c'était une recherche universitaire? Très bonne question, c'était super dur. Au début, je suis arrivée incognito. Au début. Et je me suis dit, il faut que je sois honnête parce que, voilà. Je n'ai pas parlé aux personnes avant d'avoir parlé à la guide. Parce qu'elle gère tout. Enfin, on sentait qu'il fallait lui parler en premier. Et il fallait qu'elle explique à ma place. Donc en fait, à un moment donné, au bout de 2-3 séances, je suis allée la voir et je lui ai dit, bon voilà, en fait, je suis étudiante, mais j'ai pas tout expliqué. De toute façon, je ne savais pas exactement ce que j'allais trouver parce que je voulais vraiment que ça sorte du terrain, mes questionnements. Donc je suis arrivée comme ça, quoi. Moi, je teste, on verra bien. Et je lui dis, bon, alors moi j'aime bien la musique, le corps, donc entrepôt du corps. Donc j'ai pas menti en fait, j'étais vraiment là-dessus, j'étais focale là-dessus. C'est juste que je lui ai pas tout de suite dit, je risquerais d'être un peu critique avec vous. J'ai dit, voilà, elle le sait après. Je tiens à dire d'ailleurs qu'elles ont toutes lu mon mémoire et qu'elles sont toutes tout à fait en accord avec ce qui s'y passe. Hein. Il y en a même qui m'ont mis en garde, incroyable, aussi incroyable que ça puisse être. Mais elles m'ont dit, mais moi ça me fait du bien et c'est tout à fait cohérent pour moi. Donc enfin, voilà. En tout cas, elles sont très intelligentes et très autonomes et tout à fait enclines à se rendre compte de ce qui se passe et à choisir. Voilà. Mais oui, j'ai dû les expliciter à la guide qui, elle, a expliqué aux enquêtés après. Elle a dit, bon, alors, je la laisse faire avec vous et prendre des rendez-vous. Elle a expliqué elle-même ce qui allait se passer. Et donc après, j'ai pu me tourner vers les autres et dire, bonjour, est-ce que je pourrais avoir un entretien avec vous? C'est sur votre vie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était la biographie. Donc voilà, j'ai dit, on peut se voir. Elles sont venues chez moi la plupart du temps, ou dans des lieux publics. Parce que je ne voulais pas m'introduire dans leurs espaces privés non plus, quoi. Enfin, déjà que je suis avec elles à faire des pratiques qui sont particulières, je ne veux pas aller chez elles. Et comme j'habitais pas très loin dans la montagne noire, j'en ai dit, si vous voulez, c'est pas loin de l'association, c'est pratique pour vous, venez chez moi. Donc je les ai carrément accueillis chez moi. Donc on a quand même eu une confiance avec elles. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Et parfois même, je rigolais avec la guide Françoise en biodenza. Je lui disais, oh là là, tous tes trucs, j'en peux plus, quoi. Et puis ça la faisait rire, elle dit, oui, mais t'es là, tu danses. Bon, bah je danse. Okay. Voilà, il y avait ce truc-là de, on y va, quoi. Et ouais, voilà, désolée. Vous n'avez pas parlé du coût des cours de yoga, combien ça coûtait? Ah, le prix. Oui, alors, j'avais les prix exacts. Que je me souvienne, ça dépend des activités. Alors, la biodenza, on peut tout à fait, c'est 15 € l'heure. Et sinon, on peut faire un tarif au mois. C'est tout à fait adaptable en fonction, soit à l'heure,
Soit au mois, c'est 160 € la biodance. Alors, j'ai les tarifs précis. C'est plus de 100 €, 200 € la Kundalini aussi. 300 €, mais j'avais le tarif étudiant, parce que c'est très en fonction de... Voilà, si on est étudiant, on est un petit peu moins cher, etc. Par mois ou par mois ou... Par semestre. Ouais. Après, le plus cher, vraiment, c'était tout ce qui était retraite, stage de jeunes. Et il y a le stage tantra du couple. Là, ça allait à presque 700 € sur une semaine. Voilà. Donc ouais, des fois ça pouvait être très cher. Et le plus cher, c'était ce fameux jour du tantra blanc qui va dans plus de 1000 € quand même, payable en plusieurs fois, etc. Mais là, on est hébergé, il me semble, voilà, c'est quelques jours. Il y a un hébergement, il y a un... Ouais. Le plus cher, c'est les retraites. Ouais. Attends, parce que... Avec le micro. Et justement, tu t'es intéressée ou pas au parcours de Françoise, la chef? Non, pour une seule raison. Mes directeurs me l'ont interdit. Parce qu'ils ont dit que je n'avais pas forcément le niveau pour aller interroger des guides spirituels ou des gérants d'associations New Age. Pour eux, il fallait que je commence, j'étais étudiante en master, par les participants avant de commencer par les créateurs même d'associations. Donc voilà, c'était un choix de mes directeurs. Je rebondis sur la question du coût des différentes activités, des stages qui viennent s'ajouter, etc. Ça pose la question de la sociologie de ces personnes, enfin de leur pouvoir d'achat quand même, parce que comment ils financent? Ouais. Mais comme je disais... Dans quelle proportion en fait ils vont dans ces stages et comment ils les financent? Ils y vont tous, ils sont très inscrits. Ils ont un budget quand même. Par exemple, Karine, elle est propriétaire de plusieurs maisons. Elle est directrice, elle gère des oliviers, beaucoup d'hectares. Ils ont un potentiel financier important, tous. D'accord. Ceux qui en ont un peu moins. Après, il y a des retraités. Par exemple, j'en ai une. Elle avait 2 pharmacies. Elle était gérante de 2 pharmacies. Elle est à la retraite. Et elle le dit clairement. Elle me dit, je vis très bien. Il n'y a pas de... Voilà. Ils n'ont pas de... C'est vraiment de la distinction sociale au sens... financier aussi. Oui, vraiment. Il y a des stages que je ne pouvais pas faire. Ouais. C'est vraiment une élite. Ce que Pierre Bourdieu avait commencé à étudier, il a appelé ça de façon très critique la petite bourgeoisie nouvelle à l'époque, quand il a commencé à travailler sur ces espaces. Où voilà, c'était beaucoup des femmes avec un potentiel financier important. Ouais. Et même la dame qui travaille à la Sécu, on pourrait se dire, oui, bon, elle travaille les fonctionnaires d'État, elle n'a pas non plus... Mais son mari est vigneron, enfin, il a des hectares de vignes, voilà, il y a un héritage quand même derrière, et donc si, en fait, il y a... Si. Voilà. Vous n'avez pas l'impression qu'à la fin des fins, il n'y a pas une perte de vie par litre? Alors le problème, c'est que j'en sais rien déjà. Parce qu'elles sont très intelligentes et moi je ne suis pas là pour... évidemment, je me suis même fait engueuler par les associations sectaires. Il y a une association qui m'a appelée, qui m'a engueulée, qui m'a dit vous savez où vous mettez le pied? Et ces femmes, vous ne pouvez pas les aider. D'où la question, mais elles perdent leur vie. Et je dis, mais j'en sais rien, moi je suis là pour observer les processus. C'est-à-dire que, peut-être, mais dans ce qui se passe, il y a des sociologues qui ont vu qu'en fait, les gens... choisissent vraiment, ils choisissent ça, ils savent où ils mettent les pieds. Et elles le disent dans les discours. Donc... Vous savez, le problème d'emprise, c'est un peu ouais, ça, c'est qu'on je sais. Mais oui, mais comme c'était pas mon rôle, moi mon rôle c'était d'étudier, ben ouais, je sais, ces structures. Votre ressenti, simplement. Ouais. Comment vous percevez? Est-ce qu'elles sont aussi libres que ça? Ça leur fait du bien, mais on te laisse grâce au bout. C'est ça, c'est ça. Moi, j'aime à être dans leur ressenti et à me dire que si elles se sentent libres, c'est qu'elles le sont peut-être. Mais peut-être. En tout cas, j'ai essayé d'être critique quand même et d'observer les structures. Et quand elles ont lu le mémoire et que je leur ai dit non mais là quand même, il y a des trucs, elles le savent. Elles sont pas contre tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai, voilà. Donc je sais pas comment.
C'est important aussi, c'est ce que j'essayais de dire à la dame des associations anti-sectes. Je lui disais, c'est peut-être important aussi, nous, notre travail sur le terrain, pour que vous voyez qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, moi, ma question, c'est ça. Pourquoi à un moment donné, elles ont besoin d'adhérer à ça? Pourquoi elles y vont? Pourquoi ça correspond à des normes aujourd'hui où le corps, il a besoin de guérir? Pourquoi il a besoin de guérir? Pourquoi il a besoin de répondre à une autre forme de spiritualité? Ça peut aider aussi l'Église à comprendre pas mal de choses. Ça, je rentre dans un autre domaine. Mais comme je parle beaucoup avec les curés du coin, je leur dis, vous voyez, toutes les associations autour de vous, ils me disent, ah oui, c'est incroyable, ils font plein de trucs, mais ils ne viennent pas à l'Église. Il n'y a personne dans l'Église. Posez-vous la question, pourquoi? Enfin, peut-être ça aide aussi les institutions à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe sur le territoire? Pourquoi? Ça donne des réponses. Après, voilà, savoir, j'aimerais bien dans 10 ans aller les voir et savoir vous en êtes où, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ce que j'ai pas dit, il y a plein de choses que j'ai pas dit, c'est que d'un point de vue professionnel, ça joue aussi ces pratiques. Comme elles sont en formation et qu'elles veulent se réorienter vers je vais devenir professeur de. Voilà. Et par exemple, celle qui a la sécurité sociale, elle a commencé à côté aussi une formation pépiniériste. Parce que la sécu, ça ne lui plaît pas. Ça ne lui plaît plus dans la structure, c'est pas assez horizontal. C'est pas assez holistique. Donc, toutes ces réorientations professionnelles, j'aimerais bien, dans 10 ans, retourner les voir et savoir ce qu'elles sont devenues. Ouais, clairement, ça m'interroge. J'en sais rien. J'en sais rien. Puis après, c'est pas la position du chercheur de critique et vraiment... Mais oui. Moi, je connais très bien l'Aude parce que ma mère était d'un petit village de la Haute-Vallée de l'Aude. Donc, quand par exemple, quand on descend vers Espéraza, etc., vous savez très bien que c'est un creuset C'est un creuset assez spécial de gens qui, en fait, ne sont pas... je ne fais pas de racisme, mais ce ne sont pas des gens qui sont de l'Aude, ceux qui ont créé ces... C'est dans les années 70-80 une sorte d'appel de la forêt, si on veut, et qu'on est venu élever des chèvres, des machins, et que ça a donné un tissu, parce qu'il y avait eu un exode rural énorme, et que donc il y avait plein de bâtiments vides, de champs vides, des choses comme ça, et que donc ça a attiré une certaine population qui est quand même pas intégrée au reste. Alors je ne parle pas de ces personnes-là, moi je parle des associations plus... oui, c'est très alternatif, mais moi j'ai travaillé sur un tissu qui était quand même très intégré. C'est des femmes qui sont très intégrées à la société. Dont vous avez parlé, au début, je ne m'attendais pas à ce dont vous avez parlé. Mais on le voit bien quand si vous allez, puisque vous avez été par Cassel, au mois d'août, la foire qui a Espéraza. Exact. Bon, c'est quand même autre chose. Oui. Ils sont, là, pour le coup, c'est plus des pratiques proches de la biodanza. Il y a beaucoup de biodancers là-haut, et c'est beaucoup plus alternatif, oui. C'est moins structuré, en tout cas. Parce que par rapport aux tarifs, notamment la biodanza vers Esperanza, très très différente, et c'est ce qu'on reproche à Françoise, la guide. Il y a des biodancers qui râlent. C'est au chapeau là-haut, au fin fond de la montagne noire. La biodanza, c'est au chapeau. On donne ce qu'on peut, mais on donne même de la nourriture si on veut. Donc on est dans un autre processus que j'ai pas étudié. Mais en tout cas, il y a quand même des associations qui sont une grosse structure avec des tarifications, etc. Mais c'est vrai que plus on monte dans la montagne et dans des milieux un peu plus isolés, et plus c'est au chapeau, avec plus de chamans, etc. Il y avait des chamans, ça aurait pu aussi être un terrain, mais là, ça ne l'a pas été. Donc, elle fait d'ailleurs du chamanisme aussi, François. Elle propose des formes de thérapie chamanique, néo-chamanique, on dit plutôt. Donc, Et on peut dire que les femmes qui pratiquent le yoga, elles ont une meilleure santé. Alors, meilleure que les autres, je ne sais pas, parce que je ne vais pas faire de comparatif avec ceux qui pratiquent d'autres thérapies ou d'autres... Elles sont en forme, ça c'est sûr. Elles sont en forme. Pour les suivre, parce qu'elles sont à 10 000. Et puis elles sont très souples. Et moi, à côté, vous allez rire, mais je suis beaucoup plus jeune quand même que ces femmes-là. Et j'ai incapable de faire une technique correctement, quoi. C'est impressionnant d'ailleurs. Après, peut-être que dans leur carnet de santé, on peut trouver qu'elles sont... elles respirent bien, j'ai l'impression que ça va, quoi. Alors, j'en profite parce que j'ai plein de questions. Je te les poserai pas toutes parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Okay.
comment on explique que ce sont surtout des femmes plutôt âgées, parce que justement, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est quand même une bourgeoisie. Donc pour en fait avoir accès et pouvoir payer ses entrées, il faut être quand même bien installé dans la vie. Donc d'avoir un certain âge aussi, parce qu'on sait très bien que en début de carrière, on ne gagne pas grand-chose. Après, en fin de carrière, on va potentiellement avoir un salaire un peu plus élevé. Donc peut-être ça explique aussi à partir de 40, 50 ans, c'est là où on atteint aussi peut-être parfois un petit pic au niveau du salaire. Et pourquoi ce sont des femmes aussi? En effet, beaucoup de retraités. Donc oui, ça coïncide avec les parcours de vie professionnelle, parce qu'il faut avoir du temps pour faire tout ça, hein, et faire les retraites pendant 3 semaines, ça demande... Donc oui, il y a beaucoup de retraités, notamment une femme qui ramène son mari tout le temps parce qu'il est à la retraite, c'était rigolo. Donc quand il y a des hommes, souvent c'est les femmes qui les traînent. Alors ça c'est marrant. Et la deuxième question, donc oui, ça suit les parcours professionnels, la plupart sont retraités, et la deuxième c'était quoi ? C'était savoir pourquoi ce sont surtout pourquoi des femmes? Alors, pourquoi des femmes? Alors, ça, je n'ai pas bossé là-dessus. J'ai pas voulu, mes profs m'ont reproché, mais j'ai déjà beaucoup de thématiques de travail, de ne pas avoir travaillé sur les femmes et la féminité. J'ai pas eu le temps, mais il y a quand même quelques indices qui font dire que à partir des années 60, parce que c'est des femmes qui ont vécu ça, il y a eu cette reconquête du corps avec la domination masculine, etc., où il y a eu cette volonté de libération de la femme. Et dans tous les discours, même chez les hommes, j'ai eu des discours féministes. J'ai récolté des discours féministes et pour eux, ça correspondait à ce que le féminisme, à leur définition du féminisme. Parce que ça allait à contrario de ce que l'Église pouvait pour eux représenter. Voilà, donc pour eux, vraiment, ça suit cette critique de l'Église catholique. C'est-à-dire, c'est que des hommes, il n'y a même pas de femmes. Enfin, c'est pas ce que je vois moi dans mes enquêtes, mais je ne vais pas les contredire. En tout cas, c'est patriarcal, c'est de la domination, c'est dogmatique. Et là, non, c'est des femmes, avec des femmes. Il y a une forme de sororité aussi. Et elles se retrouvent avec la guide, qui est aussi très féminine. Elles essayent d'être en accord avec ça. Mais là où je disais que, certes, elles ressentent l'envie de se libérer le corps de la femme, il y a quand même des normes modernes, des injonctions qui viennent derrière, paradoxalement, quand même. Parce qu'il faut être souple. Tu l'as dit aussi, c'est que quand même au niveau de l'encadrement, il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, il y a une sorte de hiérarchie, mais qui n'est pas forcément dite. Il y a beaucoup de choses qu'en fait, justement, dans cette espèce de mélange de spiritualité, de religion, etc., on retrouve aussi cette espèce de mélange de la société très cadrée, normée, avec des hiérarchies, et ils en font un petit peu leur melting pot comme ça, leur petit mélange, et puis ils en font un peu à leur sauce, quoi. Et en du bricolage. C'est quoi? Du bricolage, ouais. C'est du bricolage, Quelle glace, elle dit ça même. Bricolage spirituel, mais c'est très contemporain, en fait. Oui. Mais oui, c'est très clairement, en fait, avec toujours ce mot, quand je t'entendais parler, c'était ce mot de mondialisation, et puis en fait, ce fait de à la fois d'être connecté à des modes un peu, qu'on appelle ça, internationales, très américaines, il faut le dire, et en même temps de se l'approprier dans un territoire très local, de s'approprier un territoire, de s'approprier, justement, tu disais, ils allaient dans les abbayes, donc de s'approprier aussi des lieux particuliers, des lieux emplis de spiritualité. Enfin, c'est super intéressant de voir de quelle manière ils empruntent une mode qui n'est pas la leur, qui vient d'ailleurs, et comment ils essaient de l'intégrer à un territoire local, à l'adapter, adapter aussi à leur qu'on appelle ça, à leur clientèle, parce que si on peut parler de ça de clientèle quelque part, parce qu'il y a quand même une monétisation qui est importante, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant en fait de voir que les bénéfices de la mondialisation sont surtout à l'endroit de gens qui ont la possibilité d'y avoir accès, et donc à une bourgeoisie. Et on en revient toujours à la même chose. Enfin, pardon, c'est un petit peu la conclusion que je m'en fais moi un peu, mais de justement ces sociétés un petit peu à part, où on va retrouver une quête de soi, etc. Ça coûte très cher, il faut avoir un placement social, une hiérarchie, et donc c'est toujours pareil. Et là je reprends Bourdieu et Weber, etc. Et là très clairement c'est toujours qu'on appelle ça, pas le miracle, mais la réussite. Non, c'est quoi? C'est pas la réussite de la bourgeoisie, c'est je sais plus ce terme-là, mais c'est la conquête de la bourgeoisie, quoi. Bon. Ouais. Oui. Ce sont des papes. Oui. Ce sont des papes. Mais qui pensent... La richesse va vers eux. Oui, mais qui pensent se libérer de normes. Par exemple, elles ont beaucoup de discours de « moi, je ne suis pas les modes des magazines ».
ou je ne regarde pas la télé. Mais pour autant, les normes corporelles de ces associations correspondent tout à fait à ce qu'on demande, en fait, la finesse, la souplesse, l'endurance. Donc, en fait, dans la sensation de libération, il y a derrière quand même c'est le beau côté. Ouais. Une dernière chose, et justement sur le graphique que tu avais montré, en fait, au contraire, je trouve qu'après la Covid, ça a vraiment explosé le nombre de créations. Regarde là, parce qu'auparavant, c'était quand même vachement en dents de scie, dans les années 2010, et à partir de 2020, certes, c'est encore un petit peu en dents de scie, mais avec une moyenne, si on faisait la moyenne mobile, on aurait quand même une moyenne toujours très élevée. Alors, on n'a pas les chiffres actuels, mais quand même, ça a explosé. Est-ce que justement, t'as pas continué ce terrain-là et c'est dommage, mais ça aurait été intéressant de voir face à quelque chose qu'on ne comprend pas, qui est pour nous incompréhensible, qui a pu être pour beaucoup d'entre nous une violence, une difficulté, un traumatisme commun, individuel et à la fois commun, comment les gens ont pu trouver ou pas une sorte de réconfort ou de réponse à cette espèce de traumatisme de la Covid ou quoi. Et je me suis posé cette question aussi en t'écoutant et en regardant ces chiffres-là. Comment justement ces pratiques-là, New Age, ont pu ou pas s'emparer de la question du Covid pour développer ou pas leur activité? Oui, ça répond. Je pense aussi, on l'a vu pendant la Covid, au mouvement alternatif et aux contre-institutions, avec les mouvements anti-vax par exemple. Oui. Et moi, je m'attendais clairement à trouver que des anti-vax avec moi. Et en fait, ces femmes-là, elles sont très très intégrées, elles ont un médecin généraliste, elles sont vaccinées. Hein. Et non, en fait, elles bricolent. Donc oui, l'alternative, c'est trop bien. Mais moi, je pense que j'ai appris l'Ayurveda, je fais des massages tantriques. Et l'autre, non, pas du tout, ça c'est pas bien, mais elle va faire la respiration holotropique et la psychogénéalogie avec un peu de Kundalini. C'est du bricolage. Mais par contre, je les ai pas du tout senties alternatives comme justement quand on va un petit peu plus dans la montagne noire et que là, il y a d'autres formes de communautés qui peuvent être décrites comme ça. Là, non, elles sont très insérées dans le tissu et dans la médecine. Et c'est pas un rejet total. Il y a une critique de la médecine, des vaccins, genre ils regardent que le corps, ils font leur truc et le chèque et ciao. C'est pas total. Pas total. D'ailleurs, celle qui travaille pour la sécurité sociale, elle est contrôleuse. Incroyable. Là, elle est contrôleuse. Et juste, il y avait une anecdote quand tu me parlais de réhabilitation des lieux, tu trouves ça... Et j'ai juste l'anecdote, j'ai une de celle qui a plein de dieux et de divinités et plein de croyances différentes, elle vit accolée à une église, donc dans l'ancien presbytère, parce qu'il y a plein d'églises abandonnées dans les villages. Et comme personne s'en occupe et que le prêtre il est penotier, du coup ça fait loin et qu'il n'est pas véhiculé, il ne peut pas y aller vérifier les églises. Et elle s'en occupe du coup, elle s'en occupe à sa manière. Voilà, de façon, on va dire, ésotérique, occulte. Elle fait quelque chose d'incroyable dedans, qui fait qu'à un moment donné, elle s'est un peu fait gronder par l'évêque. Mais on est dans des réhabilitations, des fois, quand même, t'as pris la relique, parce qu'il y avait une relique. Voilà, et elle communique, elle nettoie les esprits, c'est un entremêlement de choses. On est dans du bricolage très contemporain, très New Age, et ça match. Voilà. C'est juste les curés qui râlent, par contre, ils n'en peuvent plus. C'est drôle. Non, c'est pas drôle, les pauvres. Mais c'est vrai que c'est compliqué dans l'au-delà. À gérer, ouais. Voilà. Vas-y. C'est une question très personnelle, pour le coup. Est-ce que toi, tu as, de tous les stages que tu as dû suivre, subir parfois, est-ce qu'il y a quelque chose qui justement encore aujourd'hui t'intéresse, tu refais, je sais pas moi, une position particulière, une danse, le fait que, je sais pas moi, des mouvements particuliers pour t'étirer, je sais pas, quelque chose comme ça, quelque chose en fait qui t'a touché, attiré, que tu conserves et que toi-même dans ta pratique tu as récupéré et tu fais ton petit mélange de petites salades. Je suis désolée, j'ai détesté le yoga. C'est horrible. Alors, physiquement, moi je suis courbaturée de partout. Non, c'était dur la Kundalini Yoga, je vous assure, c'est pas un yoga détente. C'était dur et moi, dans ma vie, j'ai fait que des arts martiaux.
Donc il fallait que je tape et voilà. Et là j'étais dans un truc où il faut tout détendre, il faut forcer en fait, il faut respirer très fort. Enfin, c'était incompréhensible pour mon corps. J'ai rien retenu du Kundalini. Je suis désolée Françoise si tu m'écoutes, mais vraiment c'était pas cool. Par contre la biodanza, bon bah c'est un peu plus chouette. J'ai pas du tout aimé parce que c'était trop collectif pour moi et trop tactile pour moi. Mais ce qu'il y a de bien dans la biodanza, c'est qu'il y a beaucoup de musique. Et moi je suis musicienne. Et ça, sur tous les terrains du coup, de ces associations, c'est un outil, la musique. Et on pourrait en parler des heures, mais la musique, c'est fantastique pour la résonance. Et il y a quelques musiques que j'ai notées. J'allais voir Françoise à la fin, je disais, c'était quoi la 4e musique là? Et hop, je notais, ah merci, je vais réécouter ça chez moi. Et voilà. Et même pendant il y a des phases différentes en Kundalini. Il y a une phase où on se repose 5 minutes par terre à écouter la musique, c'est la meilleure phase. On est sur le plancher de la yourte et on ne bouge plus. Et là, souvent, elle met des bonnes musiques instrumentalisées au départ et après des mantras chantés à la fin. Et comme je suis musicienne, des fois, je repérais les instruments et je vais lui dire « Ah, t'as vu, c'était ça ?» Alors, elle ne savait pas. Je dis « Tu peux me donner le nom ?» Mais voilà, c'est ça que j'ai bien aimé. C'était chouette. 2 ans de recherche pour une belle playlist. Et voilà, merci. Bon, merci beaucoup, on peut encore l'applaudir. Merci. Celles et ceux qui le veulent, le 12 mars, donc ce sera à Maroc-Post sur les frontières. Merci encore. Merci. C'est vrai. Merci beaucoup. Belle posture, belle présentation, c'est super. Je vous remercie. Aussi pour, du coup, tu sais, on rémunère nos intervenants. Donc après, ce sera notre collègue à moi qui te contactera pour t'envoyer le chèque. Ok. On est les seuls à faire ça. Ouais, je m'attends parce que c'est ça, du coup, j'ai pas été. Ok, et super. on rémunère bien en plus parce qu'en fait, on veut vraiment soutenir, en particulier les jeunes chercheurs. Ouais, cool. Et donc, on rémunère, alors je ne veux pas dire une connerie, mais je sais plus si c'est 130 ou 150 €. Cool. Donc c'est pour payer, tu vois, les frais de déplacement et tout. Ah, c'est génial. Plus, et puis, tu vois, les collègues, par exemple, je pense par exemple à Roxane qui disait, moi, grâce à ça, j'ai pu acheter 4 bouquins. Ah, mais oui. Bouquins et tout. Ah, mais c'est excellent. En plus, on a un petit. Ah oui, je savais pas qu'il y avait. Mais c'est pour nous. Et repas, voilà. Ça, c'est bien. Je suis surprise qu'il n'y ait eu personne justement du clergé. Oui, mais je pense qu'ils sont très occupés. Et puis j'ai déjà fait des conférences auprès d'eux à ce sujet, parce que comme je suis paroissienne dans l'Aude, j'ai intégré une paroisse avec eux, et que je travaille beaucoup avec eux, je les saoule, peut-être je suis toujours là. Non, mais parce qu'il faut qu'ils comprennent quoi quelque Ouais. part. Enfin, moi, Alors, je viens comme toutes ces dames, je viens du milieu catholique, pratiquant. Il y a deux branches, donc il y a 2 affrontements dans le catholicisme actuellement. Il y a mes petits curés de campagne avec qui je travaille et que j'adore, et qui, eux, comprennent et font des conférences sur ça, l'aspect du nuage, du scopage, parce qu'ils le voient concrètement dans la paroisse. Et puis il y a ceux qui sont en urbain. Là, du coup, il y a toute la jeunesse d'extrême droite qui manifestent dans les rues et qui sont rayonnants, et qui n'ont pas forcément la sensation de la sécularisation, qui sont un petit peu dans le déni. C'est un gros problème dans l'Aude, où il y a cet affrontement en fait, dans le quartier, en tout cas de l'Aude, où il y a le déni de même tout va bien, on a plein de jeunes qui se baptisent, mais qui sont ces jeunes qui se baptisent. Et à côté, il n'y a personne dans les églises, les gars, c'est vide quoi. Donc, Parce que, moi je ne pratique plus, mais quand j'étais jeune, on disait le prêtre parmi les hommes. Et maintenant, on les voit avec leur ça c'est les soutanes, ça c'est les urbains du coup, ceux qui se montrent. Merci à vous, merci beaucoup. Bonsoir.